والله قالوا لا سي بون. كوبا وحده. لا يدير شكون وحده وحده. دوك خلاص كل وحده وحده. باسكو الكوبا ديجا الاولاني. قسمت. بروفيسور شيخ صالح. Je بروفيسور. commence. Le temps de régler le problème. S'il vous plaît, je vais vous demander de désactiver vos micros à part l'IMP. Merci. Professeur, ça. Donc, avant d'entamer la deuxième présentation, j'ai une question qui est pertinente sur le chat. Est-ce que le site CRAT, c'est-à-dire référent pour le prendre en considération comme authentique pour la prescription médicamenteuse chez la maman et durant la grossesse, pour la femme enceinte et l'allaitement? Et bien, ce qu'on prend en considération, nous, en médecine, c'est le site de choix mais normalement, mais si vous avez un doute, vous pouvez vérifier sur le Vidal. D'accord? En général, pour la douleur, ou bien ce qu'on prend en médecine générale, bien au niveau d'une sage-femme, c'est des médicaments de base. Mais tous les médicaments qui ne sont pas de base, par exemple spécialisés, c'est les médecins spécialistes qui prennent ça en considération. Je vous donne un exemple. Une femme qui a une insuffisance cardiaque globale, elle fait une rétrécissement mitral à un stade très avancé. Tout le monde dit qu'elle est contre-indiquée à faire une grossesse, mais elle désire le faire. Donc, tout le monde va l'accompagner et elle va prendre ces médicaments et elle aura un enfant en bonne santé. On a confronté avec ce genre de situation, même en médecine interne. Moi, personnellement, j'avais une malade. Elle a fait une grossesse, c'est-à-dire presque on peut dire stérilité de 18 ans. Donc, un enfant de 20 ans, après, elle a développé une maladie auto-immune. On était obligé de donner un traitement tératogène. Parce que dans notre tête, dans notre esprit, elle a bien un âge presque de 48 ans. Recording in progress. Sous médicaments, heureusement, tout était bien passé. Donc, en Algérie, on n'a pas le droit d'interrompre une grossesse. Aucune maman va accepter d'interrompre sa grossesse. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui est dans le CRAT, normalement, suffit pour répondre à vos questions par rapport au traitement antidouleur, des traitements qu'on utilise au quotidien. Les situations qui sont particulières sont prises par leurs médecins spécialistes et c'est cas par cas. Et on est obligé d'accompagner nos malades, nos femmes, nos patientes gestantes. On passe maintenant à la deuxième présentation qui est courte parce que j'ai remarqué dans le chat, il attend, c'est la douleur en obstétrique, on arrivera donc la prochaine communication. Donc, avant de parler d'une douleur chez la femme enceinte obstétricale, je préfère de faire, c'est-à-dire un passage rapide sur la prise en charge de douleur non obstétricale chez la femme enceinte. Donc, comme introduction, comme on a dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a un bouleversement, ou bien ce qu'on appelle une modification physiologique naturelle donc de corps de la femme durant la grossesse. Le corps subit une augmentation de volume sanguin et de débit cardiaque, donc avec ce qui va enchaîner une modification pharmacocinétique des médicaments qu'on prescrit chez la femme gestante, qui peuvent occasionner des altérations de la fonction rénale ainsi que hépatique. Donc aussi des modifications respiratoires, donc surtout le risque d'avoir donc des dépressions respiratoires sous traitement ou bien des drogues antisédatifs. Donc attention à la sédation chez la femme enceinte, quel que soit le stade évolutif de sa grossesse. Entre autres, la maman et son enfant. Donc ça pour la modification corporelle. Entre autres, pour son fœtus, il y a une sensibilité aux médicaments par le passage placentaire. Donc, au premier trimestre, tous les médicaments qu'on prescrit chez notre gestante, on craint l'organogénèse. Donc, il y a le risque tératogène maximal. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, pour le deuxième et troisième trimestre, il y a le risque fonctionnel et hémodynamique qu'on a détaillé tout à l'heure. Donc, la grossesse modifie non seulement la pharmacocinétique, mais aussi la tolérance à la douleur et au sédatif. J'espère que vous avez compris le principe. C'est-à-dire,
Parce que chez la femme enceinte, il y a une modification physiologique, elle est plus sensible pour les médicaments ainsi que aux risques, aux effets secondaires des médicaments. Donc, en général, cette modification corporelle dans le poids et la taille et le changement donc, qu'elle subit la femme durant sa grossesse occasionne des causes ou bien des conséquences douloureuses musculo-squelettiques. Elle commence à avoir des lombalgies, douleurs ligamentaires et céphalgie. Donc, tout dépend de sa chance. Ça peut être depuis le premier trimestre ou bien heureusement au dernier trimestre. Il y a des femmes qui subissent des douleurs lombalgiques depuis le premier trimestre, ils le tolèrent jusqu'à la fin. Donc, dans ce cas-là, on préconise, dans cette situation, au lieu d'y aller rapidement à un traitement pharmacologique, donner l'importance à l'éducation thérapeutique et surtout des mesures non pharmacologiques telles que le repos relatif, la physiothérapie douce, ainsi de suite. Tout ça, on va le détailler tout à l'heure. Il y a aussi les causes abdominales. Cette compression du bas-ventre peut occasionner des coliques biliaires et urinaires, un reflux pathojugulaire, appendicite, voire pancréatite. Tout ça, c'est des situations qu'on peut avoir chez la femme enceinte qui va nous poser un problème, surtout de la mise en évidence d'une imagerie. Donc, le scanner, elle est contre-indiqué, la radio standard, elle est contre-indiquée. Donc, on privilège dans cette situation l'échographie ainsi que l'IRM son gadolinium. Et bien sûr, sans oublier les causes thoraciques et cardiaques. Sans oublier que les femmes enceintes ont des particularités cardiaques et thoraciques, par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Meadows. Ce syndrome ne se voit que chez la femme enceinte. Il disparaît après. La femme enceinte, elle peut faire une thrombose veineuse parce qu'il y a une stase, il y a une hypercoagulabilité, il y a un bouleversement hormonal. Donc, elle est très exposée à faire une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse, même avant le postpartum. Donc, elle peut subir des douleurs pleuritiques, embolie pulmonaire, ainsi de suite. Donc, ce sont des urgences absolues. Vous imaginez une femme enceinte qui fait une embolie pulmonaire, comment aller faire un diagnostic si on ne fait pas un scanner? Donc, vous voyez, toute la hantise et toute la problématique d'exposer ça aujourd'hui pour donc, rafraîchir vos mémoires. Donc, la note comprend de ce slide, identifier la douleur urgente versus la douleur fonctionnelle et essentielle pour la prise en charge médicamenteuse. Avoir un reflux pathojugulaire, RGO, il est plus anodin simple à prendre en charge par rapport, par exemple, à avoir une appendicite. Tout l'intérêt de faire un bon diagnostic et discuter dans le traitement qui convient. Toujours dans la douleur non obstétricale, ça ne marche pas bien. Donc, quels sont les analgésiques qu'on peut prescrire chez la femme donc pour les douleurs non obstétricales? En général, il faut évaluer la douleur sur une échelle, ce qu'on appelle l'EVA, échelle EVA, échelle visuelle analogique, afin de savoir, donc, c'est-à-dire estimer la subjection de la douleur chez la maman. C'est-à-dire, une femme, elle peut ne pas supporter une angine, elle va se plaindre. Normalement, une angine, on la traite sur antibiotiques, c'est fait. Dans ce cas-là, on est obligé de mettre un traitement antalgique. Sinon, donc, si la maman, elle tolère la douleur, donc ce sera une raison pour laquelle commencer par tout ce qui est moyen non pharmacologique, puis penser à tout ce qui est pharmacologique, c'est la douleur, elle est insupportable, il y a une indication médicale formelle. Donc, comme on a dit tout à l'heure dans l'introduction, les analgésiques pendant la grossesse qui sont préconisés, c'est le paracétamol, ANS à éviter au 3e trimestre et les néfastes, et il vaut mieux ne pas le prescrire au 1er et 2e trimestre. Les opioïdes, plus ou moins, il faut choisir les opioïdes qui sont de durée d'action courte, donc, et on les donne d'une manière très prudente et surtout non prolongée pour donc, éviter donc, leur effet donc, sur l'appareil respiratoire, parce qu'ils ont un effet donc, nocif il y a le risque de dépression respiratoire. Pour les approches non pharmacologiques, on préconise, qui sont les plus préconisés en premier lieu, c'est le positionnement confortable. La maman choisit la position qui leur convient, la manière comment respirer, apprendre à respirer de manière profonde,
le support psychologique, le soutien moral de la famille, le conjoint et surtout l'accompagnement de sa sage-femme et son médecin traitant, prescription prudente, toujours évaluer les bénéfices-risques et bien sûr, donner toujours, comme on a dit, la dose minimale efficace et surveiller le fœtus si nécessaire. Donc, pour la sédation en situation d'urgence, donc en cas des douleurs durant la grossesse, donc elle est donc indiquée s'il y a des procédures douloureuses, à titre d'exemple, drainer un abcès, réduire une fracture, faire une suture chez une patiente très anxieuse et non coopérative. Dans ce cas-là, on privilège les médicaments qui sont utilisables, c'est surtout les agents locaux. On privilège toujours une anesthésie locale ou régionale, souvent préférée. À défaut, s'il faut, donc on peut privilégier le benzodiazépine, mais il y a un risque toujours, surtout au premier trimestre, donc il faut les donner de manière très courte. Les opioïdes en intraveineuse, ils sont donc à faire attention, donc comme la morphine et le fentanyl, donc ils sont donc donnés de manière très prudente et à usage hospitalier. Donc sous la surveillance d'un médecin, donc surtout anesthésiste pour le risque de dépression respiratoire, même le risque donc de fœtus. Donc les recommandations pratiques, il faut toujours minimiser, donc donner la sédation si nécessaire de manière minimum. On privilège toujours les opioïdes qui sont mode d'action courte et par voie orale. La voie parentérale a ses recommandations surtout à usage hospitalier par un service qui est dédié, qui prend en charge la femme gestante. Dans tous les services de gynécologie, il y a la GHR, c'est le service des grossesses à haut risque. Et il y a aussi le service gynécologique pour les femmes avant le 3e trimestre qui sont prises en charge. Prévoir le plan d'urgence obstétricale si dépression respiratoire, ça hantise devant la mise en route d'un traitement opioïde. Vous imaginez une femme enceinte qui a déjà une tumeur ou bien découverte durant sa grossesse, elle peut subir des douleurs osseuses très atroces, mal tolérées, ne répond pas à relever le traitement antalgique palier 1, on est obligé de passer par le 2, mais il faut faire attention, il y a le risque de dépression respiratoire et l'accouchement prématuré, il y a le retentissement sur le fœtus. Pour bien expliquer cette partie, je vais illustrer ma présentation par un cas clinique. Il s'agit d'une femme de 28, donc ayant une grossesse de 28 semaines, qui présente une douleur abdominale intense, possible colique biliaire. La question que je pose, quel antalgique donner en urgence? Est-ce qu'on doit donner une sédation nécessaire pour l'imagerie? Donc, la réponse, c'est le paracétamol, voire opioïde, l'antispasmodique à courte durée, donc parce qu'il y a le risque d'insuffisance analgésique. Donc, on est devant une douleur particulière liée à une cause qui est la colique biliaire. Dans ce cas-là, on est obligé de soulager la douleur par un traitement paracétamol, de préférence pour tout ce qui est sédation nécessaire pour l'imagerie, de préférence non, c'est-à-dire de faire une technique, de faire une échographie. S'il faut, on peut aller à une IRM, mais l'échographie suffit dans cette situation. Et il faut aussi surveiller le fœtus par un monitoring total si procédure invasive et engendrée, c'est-à-dire si elle fait une cholécystite par exemple, on est obligé de traiter ou bien d'opérer. Dans ce cas-là, il y a toute une prise en charge à prendre en considération. Un deuxième cas, une femme donc, au premier trimestre de grossesse a subi une fracture du poignet suite à une chute. Donc, quelle sera notre conduite à finir sur le plan antalgique? Donc, la même chose, au lieu de donner un traitement de palier 2, on privilège donc un traitement palier 1 paracétamol, une mise au repos du poignet avec une attelle, par exemple, antalgique. S'il faut réduire, donc on peut préconiser une sédation légère, donc si donc réduction et bien sûr immobilisation impossible dans ce cas-là. Donc la sédation, elle est indiquée sauf s'il y a donc, la possibilité d'une réduction, sinon on préconise un traitement sous paracétamol via opioïdes courte durée, donc juste pour soulager les 2 premiers jours par exemple, soulager donc l'acmé de la douleur. Donc, si on se résume pour cette partie, l'analgésie et la sédation chez la femme enceinte en dehors des douleurs non obstétricales aux urgences,
Le principe général qu'on doit prendre en considération, nos chères sages-femmes, c'est d'abord, il faut toujours penser au raisonnement. Quel est le bénéfice qu'on peut rapporter et le risque qu'on peut éviter. Ensuite, il faut donner toujours la dose minimale efficace, durer la plus courte possible. Éviter l'automédication, il faut insister sur ça. Surveiller d'une manière continue la patiente ainsi que son fœtus. Et bien sûr, on préfère toujours les techniques non pharmacologiques quand possible. Voilà. J'ai donné à la fin les 3 exemples qu'on a cités dans la présentation. Devant toute douleur musculo-squelettique subie, toutes les femmes enceintes telles que la lombalgie, les cétalgies, douleurs ligamentaires, vont mieux privilégier les approches non pharmacologiques. À défaut, quand la douleur est très importante, c'est le paracétamol, jamais un traitement sous médocal, par exemple, ou bien un traitement anti-arthrosique, qui sont tous contre-indiqués chez la femme enceinte. Abdominale, tout dépend aussi la cause, soit une cause chirurgicale, une cause infectieuse ou juste inflammatoire. Donc, après avoir fait une échographie, posé le diagnostic, donc on préconise le spasfon et bien sûr le traitement sous antalgique. Douleur thoracique cardiaque, il faut faire attention devant toute douleur thoracique ou cardiaque. Ce n'est pas anodin chez la femme enceinte parce qu'il y a des particularités physiologique chez la femme. Il y a des syndromes qu'on voit chez les femmes enceintes, par exemple le MEDEUS, qui est une naissance cardiaque proprement dite liée à la femme enceinte, que se voit soit au 2e trimestre ou bien après l'accouchement. Et le risque d'embolie pulmonaire, je disais tout à l'heure, la femme enceinte, donc, elle répond à la triade de Virchow, c'est-à-dire c'est un terrain apte pour une hypercoagulabilité, une stase, et aussi elles sont presque sédentaires à cause donc, de la situation et la lourdeur. Donc, ils sont privilégiés à avoir, ou bien préexposés à avoir des thromboses, même avant le postpartum. Pour cela, il faut toujours penser donc, à une embolie pulmonaire. C'est l'urgence, il faut orienter immédiatement la femme donc, dans un centre dédié pour poser le diagnostic nécessaire. Voilà, donc c'est un rappel pour les médicaments qu'on a cités. Qu'est-ce que j'allais dire? J'insiste pour l'anti-inflammatoire non stéroïdien qu'on a, il faut les éviter 3e trimestre. Le seul pendant, qui est préconisé chez la femme enceinte, le plus faible, c'est l'ibuprofène. Les opioïdes, l'idéal à la voie orale, la voie parentérale, c'est l'apanage d'un centre dédié pour ça, surtout en présence d'un anesthésiste. Et bien sûr, on se base toujours sur les techniques non pharmacologiques qu'on va citer tout à l'heure, on va les détailler, le positionnement, la respiration profonde et les mesures de relaxation. La sédation en urgence, s'il n'y a pas une indication formelle comme une saturation, drainage, réduction, il ne faut jamais les donner. On privilège donc les opioïdes, donc la forme orale, s'il faut en intraveineuse en présence d'un anesthésiste avec une surveillance rigoureuse, les constantes hémodynamiques et les constantes de fœtus, surtout le RCF, et bien sûr, on préconise aussi tout ce qui est loco-régional, les docaïnes, les blocs nerveux, ainsi de suite, et la benzodiazépine, donc elle est presque évitée au 1er trimestre, donc, et il faut donner la dose millimètre. Quand je prescris, je dois surveiller. C'est ça le principe. On doit surveiller et donc l'efficacité et la tolérance de la molécule que j'ai donnée à ma patiente. Donc, surveiller les signes vitaux et le bien-être fœtal. Il faut limiter la durée et les doses cumulatives qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il faut surveiller donc, surtout les constantes hémodynamiques, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation en oxygène, surtout si on met des opioïdes. Surveiller donc le RCF, surtout si on met la maman sous un traitement intra-parentéral, les opioïdes, et bien sûr, réévaluer régulièrement la douleur, toujours par le même principe, par l'échelle visuelle analogique, pour voir donc l'amélioration, bien stabilisation, voire aggravation de tableau clinique de notre patiente. Voilà. Donc, la communication et l'information de la patiente est essentielle pour sa prise en charge.
il faut rapidement identifier l'urgence versus une douleur juste fonctionnelle qu'on peut c'est-à-dire la soulager juste par des mesures non pharmacologiques. Préférez toujours des techniques non pharmacologiques quand possible avant d'y aller un traitement donc antalgique, antispasmodique, des fois par obligation vers un traitement donc opioïde s'il y a l'indication formelle. Voilà. Et ne jamais traiter, sous-traiter la douleur par peur. C'est-à-dire, il ne faut pas dire à la femme, voilà, tu peux supporter, c'est dans l'emballage, ça t'agit معليش, pour le bien de ton enfant, pour le bien de ta grossesse. C'est pas vrai, il faut chercher la cause, il faut expliquer, il faut aller par palier et soulager. Donc, la gestion ne l'a pas laissé donc, souffrir par mesure de peur. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé pour cette communication. Donc, on passe au chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je reviens pour... elle m'a posé une question sur les corticoïdes. Je vais détailler ça tout de suite. Antispasmodique. Très bien. Pourquoi on évite de donner ANS troisième trimestre? Sincèrement, apparemment, à la rate, et je vais refaire cette partie. D'accord. Bon, avant d'entamer la troisième présentation, je préfère de répondre. Vous m'écoutez? Oui. Vous m'écoutez? Je continue? Recording stopped. Professeur, Alors, activez, votre micro, il est activé. Hein. je continue. Vous continuez, d'accord, on a réglé le problème. Hein. Donc, je vais répondre sur les 3 questions qui m'ont posées sur le chat. D'abord, troisième présentation. Donc, ils m'ont posé la question parce qu'apparemment, ça s'est coupé le sang. Par rapport aux corticoïdes, j'ai donné tout à l'heure une remarque par rapport aux corticoïdes. Chez la femme enceinte, donc il y a 2 types de corticoïdes, ce qu'on appelle les corticoïdes fluorés et non fluorés. Les corticoïdes fluorés, ce sont les corticoïdes les plus puissants dans la mesure de antalgique, c'est-à-dire quand je donne un dexaméthasone, il est plus puissant par rapport quand je donne cortenside, qui est non fluoré. D'accord? La bétaméthasone et le dexaméthasone sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'ils passent le placenta. On ne donne jamais un corticoïde Recording in fluoré progress. la femme enceinte. Je le donne, sauf dans une situation bien particulière, dédiée pour ça. Si les femmes ayant un problème de troubles obstétricaux du 3e trimestre, à titre d'exemple, elles sont porteuses d'un SSA positif, ils ont fait des mornées, ayant une insuffisance placentaire, ou bien une prématurité des membranes hyalines, et bien sûr, avoir un biavis chez le fœtus. Quand le gynécologue dépiste ces cas de figure, donc il met un traitement fluoré dans un but de faire passer le corticoïde via le placenta vers le fœtus pour éviter ces complications qui sont liées à l'insuffisance placentaire. D'accord? Sinon, les traitements fluorés sont contre-indiqués. Et le reste, les traitements anti-inflammatoires stéroïdiens, qui sont les corticoïdes, ils sont autorisés dans la médecine générale comme traitement anti-inflammatoire au lieu de donner un ANS, mais à condition on donne une courte durée et moins de 15 mg. Si on dépasse 15 mg, il y a le risque de passage placentaire. À partir de 20 mg, il y a un passage placentaire. D'accord? Si on sort de la médecine générale,
des situations générales, on rentre dans les maladies chroniques, comme les maladies de système. Dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est-à-dire la discussion, se voit autrement. Toujours on pense sur le bien-être de la maman et son fils. C'est-à-dire, je commence par la maman et son état général, et son état de santé, puis le fils. Des fois, on est obligé de donner les corticoïdes non fluorés chez les mamans, juste quand ils ont une poussée, par exemple, inflammatoire d'un lupus, par obligation. Je suis obligée de traiter cette maman. Ensuite, bien sûr, il y a le reste au passage placentaire, mais toujours on privilège les non fluorés. Si je me résume, les fluorés, c'est les corticoïdes contre-indiqués chez la femme enceinte, sauf une raison particulière, médicale, de gynécologue en cas de risque des troubles obstétricaux qui sont bien indiqués. Donc, on donne un traitement à partir de 24e semaine, bien 28 à 32e semaine. D'accord? Pour la deuxième question, ils m'ont posé une question sur l'antispasmodique. La douleur, il y a 3 types de douleurs. Il y a des douleurs d'origine algésique, il y a des douleurs d'origine inflammatoire, il y a des douleurs d'origine cytokinique. Donc, les douleurs d'origine algésique, on donne un antalgique. Une douleur d'origine inflammatoire, je donne un anti-inflammatoire. Une douleur d'origine spasmodique, je donne un antispasmodique. Si je suis devant, par exemple, une douleur de colique, de colopathie ou bien de colique et spasmique, je suis obligée de donner un antispasmodique. Dans ce cas-là, le spasmon, il est indiqué. On peut donner le spasmon chez la gestante. D'accord? Sinon, en général, c'est les antalgiques qu'on donne pour les douleurs analgésiques, ce qu'on a cité tout à l'heure. Les opioïdes, ce sont des traitements qu'on donne en deuxième intention, comme un traitement de ce qu'on appelle traitement antidouleur palier 2, mais chez la femme enceinte, il y a une grande prudence à prendre en considération. Comme on a cité tout à l'heure, on a dit qu'il faut faire attention. D'abord, l'indication formelle, par exemple, pour réduire une fracture, on ne peut pas réduire une fracture à vif. Ce n'est pas normal. Donc, sinon, on va faire un malaise. Donc, on va la réduire sous, même si elle me demande de le faire à vif, quand même, c'est quelque chose d'anodin. On peut, par exemple, faire un bloc nerveux. Le problème au niveau de l'épaule, on peut faire un bloc nerveux et réduire l'épaule. D'accord? Sinon, les opioïdes sont indiqués dans des situations bien précises, par voie orale à courte durée, sinon par voie parentérale dans un centre dédié pour ça, c'est-à-dire en présence d'un anesthésiste, gynécologue, ainsi de suite. Oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je parle de la troisième présentation qui est la présentation que je suis sûre, la plupart qui attendent de moi, c'est la gestion de la douleur pendant le travail. Et j'attends de vous après dans le chat, ou bien dans la discussion, un échange d'expérience par rapport à ce que vous avez appris avec votre pratique dans les salles de travail. C'est bon, très bien. Bismillah. Gestion de la douleur pendant le travail, donc de l'évaluation clinique aux approches antalgiques modernes. À travers cette présentation, on va illustrer 3 cas cliniques donc, courants qu'on voit en pratique. Donc, voilà. D'abord, quels sont les objectifs pédagogiques de cette partie? C'est de comprendre la douleur du travail et proposer une gestion sécurisée avant de commencer. La douleur de travail, on l'attend. Donc, le travail sans douleur, ce n'est pas un travail. Donc, mais comment gérer cette situation qui est physiologique, mais en même temps très pénible pour la maman et pour la sage-femme? Donc, c'est une gestion sécurisée et efficace, intégrant des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques. Comme vous le savez, la médecine, c'est des recommandations. Donc, si on applique tout ça de manière très attentive, vous allez voir toutes les accouchements que vous voyez dans votre pratique, ça va passer de manière moins pénible, Inch'Allah. Donc, d'abord, il faut décrire les mécanismes physiopathologiques de la douleur du travail. Comme on a dit, en réalité, c'est une douleur attendue, c'est une douleur physiologique pour l'accouchement. Identifier la phase du travail et la nature de la douleur associée, utiliser des outils d'évaluation de la douleur adaptés à chaque patiente. Donc, la patiente, on verra tout à l'heure, il y a un tableau pour ça. Maîtriser les techniques non pharmacologiques pour soulager la douleur. Vous savez mieux que moi
il y a des manières comment on prépare, donc, c'est-à-dire un travail et arriver jusqu'à la dernière étape. Connaître les options pharmacologiques et anesthésiques. Je vais, à travers cette communication, rapporter quelques indications et précautions à prendre en considération. Je suis sûre que vous les connaissez, juste un rappel pour vous et rafraîchir votre mémoire. Et bien sûr, à la fin, adapter la prise en charge selon le contexte clinique, parité et bien sûr les préférences maternelles. Une maman qui refuse qu'elle soit, qu'elle accouche sous anesthésie ou bien rachis anesthésie, on ne peut pas, on respecte son désir, d'accord? Tout ça, on le voit au fur et à mesure. Très bien. Donc, comme introduction pour la douleur du travail, donc la douleur du travail, elle est multifactorielle. Elle résulte de mécanismes physiques et psychiques, psychologiques. Déjà la peur, l'anxiété, la fin de cette côte accouchement, tout ça, ça rajoute. Somatique par d'abord l'étirement du col, de l'utérus, les ligaments et les muscles pelviens, le passage via donc c'est dans le bassin du fœtus, ça fait mal pour la maman. Viscérale, les contractions elles-mêmes, utérines et leur durée dans le temps, l'hypoxie musculaire locale et bien sûr une pression sur le bassin et le fœtus et psychologique, comme je disais tout à l'heure, c'est l'anxiété, la peur et bien sûr le stress environnemental et tout ça, donc ça rajoute donc pour la douleur du travail. Le mot douleur, en réalité, si on le prend en considération, c'est un phénomène subjectif. Chacune de nous, comment elle interprète sa douleur. Elle reste comme expérience. Déjà, le mot douleur, c'est une expérience désagréable. Chacun de nous, comment il l'interprète. Comme chacun de nous, comment il le décrit. Et chacun de nous, comment il l'évalue. C'est pour ça, elle est effectivement subjective, mais en réalité, c'est un moyen d'alarme, d'accord, qui est influencé par des expériences précédentes, les écoutes, d'accord, les supports sociaux et accompagnement aussi. Donc, la douleur, en réalité, c'est un phénomène normal pour avoir un accouchement, mais peut-être modulé pour améliorer l'expérience de l'accouchement et la sécurité, tout l'intérêt de cette présentation. Donc, comme vous savez, le travail et sa douleur passent par 4 phases. D'abord, la première phase, ce qu'on appelle la latence. C'est la dilatation, c'est la douleur typique, légère, modérée, type crampe abdominale, qui permet une dilatation du col de 4 à 5 cm avec quelques contractions irrégulières, mais ne sont pas assez douloureuses. Donc, elles sont quand même supportables en général. Donc, qui sont aussi donc, soulagées, bien supportées. Tout dépend le psychisme de la maman, la position confortable, le soutien verbal et les techniques de respiration. Ensuite, ça vient la deuxième phase, c'est la phase active qu'on attend pour avoir des contractions régulières au fur et à mesure avec une synchronie de dilatation de 4 à 7 cm du col. Mais ces douleurs, pour avoir ce résultat et cette synchronie, elles sont plus intenses à forte douleur abdominale et lombaire. Ici, ça commence la souffrance et la pénibilité pour la maman et sa sage-femme. Si cette maman n'est pas déjà préparée à l'avance, elle ne connaît pas ces étapes, elle va s'inquiéter ici, elle va souffrir et elle va commencer à s'inquiéter sur le plan psychologique. Donc, la même chose, tout l'intérêt dans cette phase de faire partie ou bien faire partie les bains chauds, le soutien et la mobilisation et faire les mouvements afin donc de mieux supporter. C'est-à-dire faire allusion, on est en train de supporter, c'est un antidouleur, non pharmacologique entre parenthèses. La transition, c'est la phase donc, de travail, il ne reste pas beaucoup, c'est la dilatation de 7 à 10 cm, elle est très intense. La douleur, elle est surtout abdominale, lombaire, avec une sensation d'une déchirure lombaire, pression pelvienne. Donc tout l'intérêt de renforcer la respiration guidée et
préconiser les positions verticales, demander à la maman de se lever, marcher d'une manière en basculant pour donc mieux supporter cette douleur et aider la prochaine phase qui est la phase de poussée pour expulser le fustus au maximum pour donc arriver à la dernière phase qui est le postpartum immédiat. Donc avant, je reviens pour la phase de poussée. Donc la douleur elle est surtout périnéale, intense. Donc c'est la position optimale pour la patiente et donc il faut là ici. Donc c'est la sage-femme qui intervient pour éviter les complications surtout périnéales et diriger donc le reste du travail et de l'accouchement bien sûr. Juste après l'accouchement, il y a les louchis, il y a donc la délivrance placentaire et surtout les contractions utérines pour le retour de l'utérus à sa place, qui peut durer jusqu'à 7 jours avant quelques semaines. Donc, tout dépend de la femme, surtout les premières heures et les premières 48 heures. Donc, la femme, elle peut subir des crampes utérines, douleurs périnéales. Donc, tout l'intérêt des fois de mettre quelques analgésiques adaptés, les surveillances donc des louchis et surtout le soutien émotionnel. Ça, on va le discuter tout à l'heure dans la dernière présentation. Donc, il y a plusieurs techniques non pharmacologiques qu'on préconise chez la femme donc en plein travail, ou bien avant déjà les 2 dernières semaines, avant qu'elle vienne pour accoucher. C'est lui apprendre comment respirer et se relâcher, lui apprendre l'inspiration profonde, expirer lentement et technique de visualisation. Ça, c'est la place et le rôle de la sage-femme déjà avant donc l'arrivée au travail. Mobilité et positionnement, lui expliquer comment marcher, balancer, position accroupie, ou bien se mettre en position donc 4 pattes. Tout dépend, chaque femme a choisi la position qui la convient. Et bien sûr, la place des massages de stimulation tactile, donc à la 3e phase, donc des massages du dos, des compresses chaudes afin donc de faciliter donc la phase de transition. Ensuite, donc, tout ça en présence d'une sage-femme, donc un soutien continu, surtout à partir de la 3e phase, donc pour déjà la soulager moralement, elle est là avec elle, elle l'accompagne, et deuxièmement pour guider, donc guider le bon déroulement des 2 dernières phases du travail. Et donc, c'est préconisé comme technique complémentaire, la musicothérapie, la distraction, tout ça, c'est des méthodes qui renforcent et contrôlent le contrôle maternel pour réduire la consommation des médicaments et surtout pour le bien déroulement de cet événement qui se terminera donc avec avec un accouchement d'un enfant bien vivant, Inch'Allah. Technique que je disais tout à l'heure, je commence par détailler la respiration et la relaxation. Son but, c'est de réduire l'anxiété et contrôler la douleur. Surtout, elle est très bénéfique pour les 2 premières phases. Elle aide à réduire la perception de la douleur et la fatigue maternelle. Donc, ce sont des respirations abdominales ou thoraciques profondes. On doit apprendre comment faire une respiration prolongée pour réduire la tension musculaire. Donc, elle doit apprendre à visualiser, faire comme du genre comment on appelle ça, imaginer la contraction comme un flux, puis une détente. D'accord, elle synchronise donc la poussée ou bien la contraction avec sa respiration et avec la contraction. La mobilité et les positions sont très primordiales, surtout à partir de la phase de transition. Donc, elle favorise la descente fœtale, elle soulage les lombalgies. Donc, elle commence, on doit lui apprendre à se lever, elle doit d'abord ne pas se fatiguer avant l'accouchement, elle doit se préparer pour le travail. Les 2 jours précédents avant l'accouchement, la maman, elle doit se reposer pour bien, donc, c'est-à-dire bien vivre donc, cet événement. Donc, en plein travail, elle doit marcher, se balancer dans la salle de travail, s'asseoir sur un balancier. Il y a la possibilité, je ne sais pas ce que tous les hôpitaux ont ça, mais au moins, donc, elle choisit une position d'accroupie ou bien 4 pattes selon le confort. Et bien sûr, changer la position, tout dépend. Donc, la position ontalgique qui convient cette gestante. Ces techniques améliorent l'alignement fœtal et l'efficacité des contractions. Et bien sûr, c'est possible de s'aider par des massages lombaires, des pressions légères sur le point de tension, de tapotement qui favorisent la relaxation musculaire.
Les relaxations générales, comme les bains ou bien les douches chaudes, ils ont un effet de relaxation et effet analgésique. Donc, ils sont aussi bénéfiques, donc, surtout quand la douleur elle est au bas-ventre, ou bien au niveau pelvien, permet aussi la réduction de densité, soulage la contraction douloureuse légère et modérée et peut être combinée avec la respiration guidée et musique relaxante. Un soutien continu du conjoint, de la famille, surtout au travail de la sage-femme qui prend en charge cette gestante. Donc, ça la donne une sécurité, une rassurance, meilleure tolérance de la douleur. Ça l'encourage, donc par un encouragement verbal, physique pendant la contraction, elle peut marcher avec elle, faire avec elle le balancement, lui montre comment respirer. Tout ça, ça la renforce sur le plan donc psychologique et ça lui donne aussi une sécurité d'autonomie maternelle. Je termine par dire que tout ça, ça donne une stimulation des endorphines qui aident le corps à produire ses propres antidouleurs naturelles. Qu'est-ce qu'une endorphine? Donc, les endorphines, ce sont les substances naturelles qui se produisent par le cerveau. On l'appelle aussi morphine naturelle. Vous vous rendez compte? Une simple respiration contrôlée, un massage bien fait, position verticale pour faire glisser l'enfant ou bien le fœtus, le ballon ou bien une position accroupie ou bien position quatre pattes, c'est la position qui arrange cette gestante, l'immersion dans l'eau, tout ça, ce sont des techniques non pharmacologiques ont un effet d'un morphine naturel qui permettent donc de diminuer la sensation de la douleur. Ça lui donne une sensation de bien-être, réduit le stress et a un effet ou bien un effet antidouleur relaxant. Voilà. Comment j'évalue la douleur chez la femme gestante? Tout simplement, il y a ce qu'on appelle le meilleur réglette qu'on utilise, ce qu'on appelle l'échelle EVA. La sage-femme, elle doit, du début, chaque fois, pour chaque phase, chaque contrôle, elle doit vérifier l'échelle de la gestante pour déjà voir, évaluer. Donc, c'est dans le 0 à 10, ça facilite donc l'adaptation de la mise en route d'un traitement antalgique ou bien proposer même une rachie incisive vers une péridurale s'il faut la proposer. Donc, tout dépend de l'évolution de ce travail. Et bien sûr aussi, il n'y a pas que ça. Il faut surveiller la gestante, ce qu'on appelle une observation clinique, l'apparition des grimaces, une tension musculaire, la vocalisation, la chute de la tension artérielle, un saignement, tout ça. Donc, c'est des éléments qu'on prend en considération dans le déroulement d'un travail. Donc, la douleur doit être évaluée de manière continue et la prise en charge adaptée chaque phase. Il n'y a pas une prise en charge harmonique pour toutes les gestantes qui font tous les travail dans la salle d'accouchement. Si on est obligé de passer un traitement antalgique, quels sont les autres traitements antalgiques qu'on préconise chez la femme en plein travail? Les analgésiques systémiques, comme les opioïdes, sont efficaces, modérés, soulagement rapide, mais on fait attention. Il faut savoir quand est-ce les donner parce qu'il y a le risque de somnolence maternelle, donc le risque de dépression respiratoire néonatale. Donc, des fois, une grossesse bien déroulée, travail bien déroulé, la dernière minute, la maman passe à la table pour une césarienne ou bien par un accouchement par voie haute, juste pour diminution des RCF ou bien une dépression respiratoire. Donc, il faut savoir les prescrire et être très attentif dans la surveillance donc, de la femme donc, sous opioïdes. Les ANS, comme on a dit tout à l'heure, sont contre-indiqués. Donc, il faut les éviter en fin de grossesse en salle de travail, ce qu'on appelle les grossesses tardives. C'est-à-dire à la femme, si elle fait plus de 37 semaines, toujours l'ANS, il est contre-indiqué jusqu'à l'accouchement. La péridurale, quelle est sa place dans la prise en charge d'une douleur, ce qu'on appelle les anti-analgésiques régionales. Donc, elle est vraiment la bienvenue parce qu'elle soulage quasi complet et utilisée surtout en phase active. Elle a l'avantage, c'est de réduire la fatigue maternelle, contrôle de la douleur, possibilité d'une césarienne si besoin. Mais le problème, des fois, les femmes, elles le refusent. Donc, ça fait plus de 10 ans, donc en Amérique, donc contre-indique une grossesse à vif, comme ils disent, un accouchement à vif. Toutes les femmes sont donc accouchées donc sans douleur. Nous, en Algérie,
Donc, on prend toujours en considération le désir de la maman. La plupart, ils désirent une grossesse à vivre, c'est la version péridurale Mirachi anesthésie, mais elle est vraiment avantageuse parce qu'elle a beaucoup de bénéfices. Aussi, elle a des risques, surtout c'est-à-dire la maman, elle n'arrivera pas à pousser. Donc, il y a le risque de passer à une césarienne, mais la maman, elle est déjà prête s'il y a une indication à césarienne. Donc, elle est sous effet anesthésie régionale préparée. Mais il faut la même chose, parce qu'on a prescrit un traitement antalgique, pardon, opioïde, donc il faut une surveillance rigoureuse de la maman et son fœtus. La maman, l'hypotension, la tachycardie, et on fait un RCF de manière très, très rapprochée pour le fœtus. On ne sait jamais, il y aura donc une bradycardie ou bien tendance vers la bradycardie. D'accord? Et bien sûr, aussi, on équilibre donc l'équilibre hydrique et la couleur de liquide amniotique. Je termine par la ratio-anesthésie. Ces indications sont bien claires. C'est surtout une femme qui est programmée déjà pour un accouchement par voie haute, ou bien en extrême urgence si elle fait une complication du 3e trimestre ou bien en salle de travail. Donc, elle a un effet rapide, mais durée limitée. Donc, point pratique à rappeler, évaluer indications et contre-indications de chaque technique, informer la patiente des bénéfices et risques et avoir son consentement, surtout oral, assurer la surveillance continue et bien sûr, il faut tout ça, il faut une traçabilité, documenter la technique et les doses sur le dossier de la maman. Donc, on va maintenant travailler en interactif 3 cas cliniques. Donc, j'ai pris 3 cas cliniques de 3 situations qu'on peut voir dans la salle de travail. La première est primée par 32 semaines phase active, donc elle fait une grossesse prématurée ou bien c'est-à-dire avant terme. Elle commence à faire une douleur intense avec elle demande une péridurale. La discussion, est-ce qu'on autorise dans ce cas de situation la péridurale? Est-ce qu'elle est contre-indiquée? Et quelles sont les mesures qu'on doit surveiller? Le deuxième cas clinique, c'est une multipare à la phase de transition, refuse les opioïdes. Elle vient en plein travail, mais elle ne veut pas de traitement opioïde. Comment gérer ce travail en se basant sur les techniques pharmacologiques à proposer, qui sont surtout les positions verticales, le ballon, le massage, ainsi de suite. Dans le dernier cas, c'est une femme qui fait malheureusement, elle s'est fatiguée, elle fait une poussée prolongée avec des douleurs périnéales. Donc, comment gérer cette situation aussi? Donc, pour le premier cas clinique, donc il va étudier les analgésies péridurales en travail prématuré. Il s'agit d'une femme primée pas en 32 semaines, admise en travail prématuré, spontané, en phase active. Quand vous avez évalué la douleur, elle est à 9 sur 10, vraiment c'est une douleur intense, avec des contractions régulières, dilatation à 5 cm, membrane intacte, RCF heureusement normal, mais elle demande une péridurale analgésique. Qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez préconiser chez elle? Donc, les questions que je pose pour ce cas clinique, la péridurale est-elle possible à 32 semaines? C'est donc prendre en considération les anciennes données, les anciennes habitudes. Quel est le moment optimal pour la poser? Quelles sont les contre-indications à rechercher? Et bien sûr, quelle surveillance mettre en place? Donc, oui, la péridurale chez une femme qui fait une grossesse de 32 semaines via un travail prématuré, elle est recommandée. La gestationnelle n'est pas une contre-indication pour l'analgésie péridurale. Au contraire, dans le cas de prématurité, il permet d'améliorer le confort maternel, il permet de diminuer l'hyperventilation liée à la douleur, parce que c'est prématuré. Elle permet de meilleurs contrôles hémodynamiques. Il facilite une éventuelle extraction instrumentale, s'il faut intervenir par exemple, un forceps. Elle peut mettre bénéfique en cas de risque d'accouchement prématuré. Voilà, avant, on disait donc attendre le 4-7 cm. Maintenant, non, les dernières données actuelles, donc la péridurale peut être posée dès le début de travail, surtout si les contractions sont bien régulières, il y a une modification progressive, c'est-à-dire il y a une synchronie entre les contractions et la dilatation du col. Dans ce cas-là, notre gestante, elle est à la phase active avec une dilatation de 5 cm et avec une douleur intense, tout marche bien, donc il faut l'indiquer parfaitement pour bien gérer
et guider la suite de travail chez cette gestante. Je vous rappelle les contre-indications à rechercher avant de la mise en place. D'abord, une femme qui refuse une péridurale, c'est une contre-indication absolue. Une infection au point de ponction, trouble majeur de la coagulation, comme une thrombopénie sévère, par exemple, ou bien la femme, elle vient avec un choc hémodynamique. Dans ce cas-là, soit une anesthésie générale ou bien une rachianesthésie, c'est le souhaite l'anesthésiste reste à discuter. C'est l'anesthésiste qui décidera ça. Les contre-indications relatives, si elle fait un tableau fébrile non exploré, s'il y a un risque de suspicion d'une infection maternelle, s'il y a une anomalie rachidienne, il y a une contre-indication fonctionnelle, technique, la faisabilité, ou bien les troubles neurologiques évolutifs. Dans ce cas-là, s'il y a un problème de faisabilité, donc on sursoit. Sinon, donc s'il n'y a pas une contre-indication, on peut la mise en place. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va demander? Un bilan d'hémostase, le taux des plaquettes, le type PTCK, on cherche un bilan infectieux, on fait un FNS, et bien sûr, une patiente qui est en bon état hémodynamique, elle n'est pas en état de choc. Très bien. La surveillance après avoir mis en place la péridurale, c'est il faut avant, pendant et après. Il faut surveiller la tension artérielle, la fréquence cardiaque, surtout les RCA de l'enfant et bien sûr le taux des plaquettes avant de faire l'injection ou bien le geste. Pendant la position de la pose, c'est la position de sécurité. Il faut la sécuriser, bien sûr, et surveillance tensionnelle. Après la pause, il faut surveiller toutes les 5 minutes initialement. La malade doit être sur un monitoring, la tension artérielle, les fréquences cardiaques, la saturation, le bloc moteur, il faut le vérifier qu'il est réussi. Et bien sûr, sans oublier, sans vous rappeler, ce que vous connaissez, c'est le RCF, risque de bradycardie transitoire. Donc, on peut passer à la table et un geste d'extraction par voie haute. Donc, particularité d'un accouchement à 32 semaines, le fœtus risque qu'il soit prématuré, donc il est plus sensible aux variations tensionnelles maternelles, plus fragile en cas d'hypotension. Il est important d'avoir un remplissage préventif, surveillance rapprochée et correction rapide des potentiels, ce qu'on appelle les cas particuliers. Un accouchement à 32 semaines chez une première part, surtout si elle a un âge tardif, si c'est une grossesse ou bien un accouchement très, très particulier, il faut bien le gérer pour une bonne suite. Donc, un point pédagogique clé de ce cas clinique, la prématurité n'est pas une contre-indication pour faire une péridurale. La douleur augmente la consommation de l'oxygène maternel. La péridurale permet d'améliorer la stabilité maternelle-fœtale, donc, mais à condition, entre des bonnes mains, avec une bonne surveillance hémodynamique stricte et qui est indispensable avant, au moment et après la place de cette péridurale. Si je fais une synthèse de ce cas clinique, on a traité une première part qui a fait un accouchement prématuré de 32 semaines. Elle a désiré une prématurée, une péridurale qu'on a mise en place, donc parce qu'elle est vraiment le bien indiqué chez elle, bien sûr, mais après avoir éliminé les contre-indications qu'on a dit tout à l'heure, on a éliminé la non-faisabilité de la technique par un problème infection locale, ou bien général, ou bien problème de rachidienne qui contre-indique la technique, et bien sûr, sur une surveillance rigoureuse, efficacité et tolérance, surtout par la mise en place d'un RCF, donc d'une manière rapprochée chez le fœtus. J'espère que c'était très bénéfique pour vous le premier cas clinique. Je passe au deuxième cas clinique. C'est une multipare à la phase de transition. Tout marche pour elle. Elle refuse le traitement traitement pharmacologique. Elle refuse les opioïdes. Comment gérer la situation? Donc, elle est en travail spontané à terme. Donc, elle est venue à la phase de transition, c'est-à-dire elle est déjà en dilatation de 8 à 10 cm. Donc, elle a des contractions très intenses, le col se dilate très très bien, de manière très rapprochée. Elle refuse les opioïdes. Comment allez-vous donc prendre cette gestante en charge? Donc, qu'est-ce qu'une phase de transition? Avant de répondre à ces questions, on va comprendre la phase de transition.
On dit une transition. C'est quoi cette phase de transition? Tout simplement, c'est la phase la plus douloureuse du travail. C'est la plus efficace douleur qui permet d'arriver à la phase finale. Par des contractions longues, intenses, fréquentes, qui donnent des pressions pelviennes importantes, une fatigue maternelle accrue. Donc, elle peut, à n'importe quel moment, vous demande classe. Laissez-moi accoucher par voie haute, je suis fatiguée, je suis classe. Donc, tellement elle souffre tellement. Donc, souvent, elle est accompagnée de doutes, d'irritabilité, de perte de contrôle. Tout ça, c'est pas lié à son comportement habituel, lié à cette intensité de la douleur et surtout cette pression pelvienne importante qui lui donne cette envie de se débarrasser. Donc, pourquoi cette douleur est assez importante? Parce qu'elle est d'origine d'abord viscérale, l'utérus qui prend de volume ou de contraction de manière très rapprochée, somatique, la distension périnéale, et bien sûr lombaire. C'est bon, 9 mois, elle souffre, il y a une pression occipitale sacrée. Donc, si la maman, bien la gestante, refuse l'opioïde, la meilleure solution dans cette phase de transition, c'est de privilégier des positions dynamiques. Au lieu de s'asseoir ou bien de rester dans son lit, souffrir et pleurer, on va lui demander de se lever, faire des positions verticales. Pourquoi? Parce qu'elles sont très, très bénéfiques. Donc, par l'utilisation de la gravité, une meilleure descente pour l'enfant, pour le fœtus, elle diminue la pression lombo-sacrée et bien sûr, elle améliore l'efficacité des contractions. D'accord? Exemple pratique, on demande à la gestante de se mettre en position debout en appui, accroupi, soutenu, à quatre pattes si elle le tolère et elle le privilège, et bien sûr avec un appui sur partenaire au bas ou bien la sage-femme qui l'accompagne. Donc avec une alternance toutes les 20-30 minutes entre les positions et la marche avec balance, bien sûr. C'est la meilleure. S'il y a la possibilité de ballon, on peut l'utiliser aussi. Il est très, très bénéfique dans cette situation, particulièrement utile chez les multipares avec présentation postérieure. Et j'ai oublié un détail. À partir de la transition, il faut faire attention. Le changement de la position du fœtus. Ici, donc, la sage-femme a un rôle primordial à vérifier. Donc, la mobilité pelvienne, la position de l'enfant pour ne pas donc, détourner le manège vers un accouchement par voie haute, bien avoir d'autres complications qui vont rendre la fin de l'accouchement dysphosique ou bien pénible. Donc, le mécanisme du ballon, donc qu'est-ce qu'il aide à mobiliser le pelvis, détendre les muscles, stimule, donc il a un effet stimulateur proprioceptif et diminue la tension lombaire. Toujours, c'est possible d'utiliser des massages lombaires combinés et donc sécuriser la gestante. Les massages lombaires aussi sont très efficaces en phase de transition. Il est indiqué si la douleur commence à s'intensifier au niveau bas-ventre et surtout lombaire, s'il y a une présentation occipito postérieure suspectée. Donc, la technique, c'est des pressions continues sur le sarcome pendant la contraction, contre-appui ferme, mouvement, circulation profonde, utiliser des points ou balles de massage. L'épiphysiologique, ce qu'on appelle la théorie de gate control, elle stimule les fibres tactiles, donc il y aura une inhibition de transmission nociceptive et je termine dire elle augmente ce qu'on appelle l'endorphine, la morphine naturelle maternelle. La respiration guidée, c'est la meilleure technique dès le début du travail jusqu'à la fin. Si la maman, elle sait le faire, ce sera le choix, mais à la fin de transition, elle est un peu, comment on appelle ça, elle est perdue dans ses idées, donc toujours grâce donc à l'accompagnement de la sage-femme, elle doit la guider activement, elle la rappelle, voilà, avec chaque contraction, elle doit respirer de manière très profondément, donc l'objectif c'est de diminuer l'hyperventilation, réduire l'anxiété, maintenir le contrôle émotionnel, faire bien rentrer l'oxygène et sortir le CO2 et prévenir la panique. Dès que vous le rappelez, il y a une respiration profonde, elle doit la faire, elle oublie ce stress-là. Donc, la technique adaptée à la transition, c'est une respiration lente, profonde en début de contraction, suivie des expirations prolongées avec une vocalisation grave, bien sûr, et des respirations soufflées en fin de contraction.
Voilà, on a terminé pour les moyens non pharmacologiques qu'on peut préconiser en pleine transition, la phase transition d'un travail. Donc, la question que je pose maintenant, sont-elles efficaces en phase de travail? Oui. Pourquoi? Parce que l'intensité de la douleur est maximale, leur effet dépend de soutien continu et elle nécessite un accompagnement actif, surtout de la présence constante de la sage-femme et déterminant. Comme ça, on termine le travail avec un bon résultat, un accouchement bas sans déchirure périnéale ni autres complications qu'on craint. Voilà, optimisation de l'efficacité, combiner plusieurs techniques, chaque 20-30 minutes, encourager verbal constant, il peut l'encourager, bravo, c'est bien, continue comme ça, n'oublie pas de resserrer, il faut parler avec la gestante, changer les positions, c'est inefficace, et bien sûr, si elle se fatigue, il faut la laisser se reposer après, elle reprendre, ainsi de suite. Maintenir l'hydratation et aussi en pleine contraction, elle doit prendre une pause, c'est normal, c'est pas quelque chose de heureusement, il y a l'ocytocine qui se sécrète et elle oublie toute cette situation pénible. Et bien sûr, adaptée à la fatigue maternelle. Si elle est fatiguée, donc elle est épuisée, donc il faut tout ça le prendre en considération. Voilà, donc la synthèse de ce cas clinique qui est le quotidien de nos collègues sages-femmes. Donc, devant toute femme multipare à la phase de transition qui refuse les opioïdes, donc on doit respecter son désir. Il faut privilégier les techniques pharmacologiques qui restent efficaces même tardivement. Elle permet une bonne mobilité qui favorise la descente fœtale et surtout en présence d'un soutien continu qui améliore la tolérance et la douleur. En conclusion, la combinaison de plusieurs techniques chaque 20 à 30 minutes permet, avec un soutien continu et le respect des projets de naissance, permet donc une meilleure fin ou bien un accouchement non dystocique. J'arrive au dernier cas clinique qui est un peu pénible, c'est les poussées prolongées avec douleur périnéale. Vraiment, ça complique la vie hein, à la fin. Donc, comment gérer, comment soutenir activement et guider la poussée chez une femme qui a déjà un problème périnéal ou bien afin de protéger son périnée. Donc, situation clinique, c'est une femme primipare ou multipare, en deuxième stade de travail, avec dilatation complète. Il lui reste maximum 2 heures pour accoucher. Elle présente des douleurs périnéales intenses, avec fatigue déjà, et elle a un assiette qui est rassurant. Dieu merci. Voilà. Donc, qu'est-ce qui poussée prolongée? Comment on la définit? Quelle intervention non instrumentale proposer? Comment protéger le périnée? Et quand est-ce et comment et chez qui envisager une épisiotomie? C'est les questions qu'on pose à travers ce cas clinique. D'abord, avant de lire la réponse, je vais commencer par tout ce qui est vert. Toujours vérifier la dynamique utérine, position fœtale, progression de la présentation devant toute femme en plein travail à la phase active. Donc, qu'est-ce qui poussée prolongée? C'est la durée normale de la deuxième stade. Normalement, chez une primipare, elle est de 2 à 3 heures. Elle peut aller plus, mais plus si elle est sous péridurale. La multipare, généralement, plus courte, moins de 2 heures. Donc, une poussée prolongée peut être liée, c'est-à-dire elle dépasse 3 heures, 2 heures, 3 heures. Donc, elle est liée soit à une fatigue maternelle, elle n'arrive pas, elle n'est pas efficace, elle est devenue inefficace. Mauvaise coordination des efforts explicites, c'est-à-dire tout qu'elle fait comme effort, elle n'est pas bien comptabilisée. Analgésie péridurale dense. C'est un problème cyclique, c'est-à-dire si la maladie est péridurale, c'est normal, elle va trouver une difficulté comment on appelle ça, à coordonner et à participer de manière très cohérente. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours vérifier 2 points essentiels. La disproportion pelvienne et la présentation occipito-pelvienne postérieure, c'est le travail et parmi les recommandations et les conseils et les contrôles qu'elle fasse une sage-femme devant un travail actif, c'est-à-dire de chaque fois vérifier la dynamique utérine et la position fœtale et bien sûr rechercher les moyens de protection, le risque d'avoir des déchirures ou bien un retentissement périnéal.
Donc, la douleur périnéale, pourquoi il y a cette douleur bien accentuée chez quelquefois? Tout simplement en fin de descente. Donc, le fait d'avoir ce phénomène obstétrical organique, il y a le risque d'avoir ce qu'on appelle une distension intense des muscles périnéaux, compression nerveuse via le nerf pudental et bien sûr sensation de brûlure qui donne donc cette douleur somatique localisée très intense. Et cas par cas aussi. La conduite à tenir, il faut d'abord un soutien actif de la sage-femme, c'est-à-dire elle doit être présente constamment, encouragement verbal, elle doit rassurer la gestante et aide à la repositionner. Le soutien continu améliore l'efficacité des poussées et diminue la perception douloureuse. Pour le guidance de la poussée, donc pourquoi? Ça va éviter les poussées inefficaces, prévient l'épuisement, les limites les traumatismes périnéaux. Pourquoi? Parce que la malade déjà elle se plaint des douleurs périnéales, donc il faut éviter qu'elle aura d'autres complications qui sont déchirures organiques. Il faut prendre ça comme un paramètre de haut sérieux. La technique, comment on fait? Il faut diriger les poussées, c'est nécessaire, en favorisant les poussées physiologiques, c'est possible. Elle l'aide elle-même par son geste pour coordonner la contraction et les efforts d'expulsion et bien sûr encourager le relâchement périnéal entre les contractions. Donc, en lui expliquant d'éviter les poussées prolongées en apnée excessive. Dans cette situation, on privilège par contre une position latérale qui réduit la pression périnéale. Le fait de se mettre en position de dos, ça va augmenter la stase et l'orthostatisme. Donc, si elle a une douleur intense, on lui préconise une position latérale, ou bien quatre pattes, c'est utile. Et bien sûr, ou bien une semi-assise si elle est fatiguée. La fatigue, elle est importante. C'est vrai, la position verticale, elle facilite la descente, elle réduit la durée, mais donc avec prudence. Pour la protection périnéale, qui est parmi les objectifs primordiaux qu'elle doit prendre en considération la sage-femme à la phase finale d'un travail. Donc, comment elle pourra réduire les lésions périnéales sévères? Par un soutien manuel du périnée, le contrôle de la sortie de la tête, et bien sûr, elle demande à la patiente de souffler pour ralentir l'expulsion. Donc, dans cette cas de figure, dans cette situation, la sage-femme va prendre le rôle. C'est elle qui recommande, c'est elle qui demande, c'est elle qui gère les choses. Elle ne rentre pas dans le jeu de la gestante parce qu'elle est débordée par ses émotions. D'accord? On peut aussi préconiser des compresses chaudes qui diminuent les déchirures sévères. Voilà. Est-ce que, quand est-ce qu'on préconise une épisiotomie et quelles sont les indications? Quand est-ce ne pas faire une épisiotomie? Donc, évaluation pour épisiotomie, comment on fait, comment on procède pour une épisiotomie? L'épisiotomie n'est pas systématique, comme vous le savez, elle a des indications bien précises. Une souffrance fœtale nécessitant une extraction rapide, donc le fœtus est dans la filière, mais elle n'arrive pas à le pousser la maman, donc par obligation, il faut utiliser un instrument comme le forceps tous, donc on est obligé de faire une épisiotomie bien dirigée. Périnée très rigide empêchant la progression, risque imminent de déchirure sévère, donc la sage-femme a toutes les recommandations d'y aller à une épisiotomie, mais elle n'est pas systématique. Devant toute progression chez une multipare normale, RCF rassurant, périnée distensible, la maman qui coopère, donc on ne fait pas épisiotomie, donc systématique. Donc, la décision, elle est individualisée, jamais systématique, et vous êtes assez mis pour donc décider donc cet acte chez votre patiente, bien gestante. Donc, il faut toujours surveiller pendant la poussée prolongée le RCF, c'est le point important. Dès que le RCF se modifie, donc il faut donc penser à appeler le médecin pour un geste peut-être par voie haute. Évaluer la fatigue maternelle, il faut toujours la prendre en considération. Si elle est épuisée, donc c'est la demi-travail, demi-aide dans le travail. Progression de la présentation et bien sûr la couleur et la tonicité fœtale à la naissance. Et bien sûr aussi la garde et le liquide aussi. Donc la synthèse de ce cas clinique dernier, donc dans la dernière cas de figure, on a discuté
La deuxième phase qui est prolongée, accompagnée d'une douleur périnéale intense, donc chez maman qui est déjà épuisée, donc notre conduite citée, le soutien actif continu pour lui donner un encouragement psychologique et la guider, il faut un guidage, une guidance adaptée, du pousser pour lui expliquer comment respirer profondément et avoir la meilleure position favorable. Il faut protéger le périnéal, évaluer, individualiser. Il y a une évaluation individuelle pour indiquer l'épisiotomie. Voilà, on optimise toujours la physiologie, prévient le traumatisme et bien sûr en respectant les sécurités materno fœtales. Donc, en conclusion, une poussée prolongée n'est pas automatiquement pathologique, peut-être juste épuisant de la maman. Le soutien actif et une intervention thérapeutique, elle doit être préconisée. La protection périnéale réduit le traumatisme sévère et bien sûr, l'épisiotomie doit rester comme sélective et indiquée cas par cas. C'est à la sage-femme d'indiquer selon la progression du travail, bien sûr, adapter la stratégie selon la parité, position fœtale et les désirs de la maman. Voilà, j'ai terminé. On se résume pour cette communication qui est la douleur du travail et de l'accouchement. Les principes généraux, il faut savoir que la douleur dans le travail, elle est multifactorielle. Il y a une composante somatique, une composante viscérale et une grande composante psychologique, depuis la grossesse jusqu'au l'accouchement. L'évaluation, elle est continue, elle se fait grâce à une échelle EVA, elle reste à une échelle, comment on appelle ça, il est subjectif, simple et rapide, mais quand même, il rapporte des éléments importants sur la stabilité, l'aggravation ou bien la normalisation de l'état de notre patiente. Il faut une approche globale, combiner des méthodes non pharmacologiques, il ne faut pas les ignorer, ils sont vraiment très efficaces. Ce n'est pas le traitement que vous donnez médical qui va bien dérouler la grossesse, c'est votre façon comment voir préconiser ces moyens de changement de position et la respiration profonde, les massages et votre intervention sur le col, ainsi de suite. Il faut une information soutien de la patiente. Le message clé ici, il faut préparer nos gestantes à un accouchement. D'accord? Très bien. Ensuite, on a dit que le travail se passe par 4 phases. Ces phases-là, chaque phase a un but de dilater le col par des contractions qui commencent à s'accentuer dans la douleur et la durée et la régularité. Tout le but de cette communication, de cette présentation, pour vous montrer comment intervenir par un moyen non pharmacologique avant de penser à un moyen pharmacologique. Voilà, on les a cités, surtout on a donné l'importance à la respiration, on a dit la respiration profonde et relaxation qui peuvent accompagner toutes les phases de travail, la mobilité et les positions, surtout la troisième phase, la transition et la phase active, et bien sûr sans oublier la place de stimulation tactile, locale, le bain de bouche chaude, ainsi aussi le soutien continu, surtout la dernière phase. Maintenant, pour tout ce qui est analgésie pharmacologique, on peut se contenter sur les opioïdes, les morphines, les fentanyl, ainsi de suite, qui ont un effet rapide et modéré, mais faites attention. Il faut savoir quand elle se prescrit parce qu'il y a le risque de dépression respiratoire possible et passage donc à une voie haute, ou bien dépression avec le BAV chez l'enfant. Le paracétamol, très sûr, mais elles n'ont pas assez d'effet, c'est le spasme surtout. Les ANS sont limités, on a dit les ANS, il faut les oublier. Donc, la maman n'a pas accouché, ou troisième trimestre, il vaut mieux ne pas donner parce qu'il y a le risque sur le fœtus, c'est surtout l'accouchement pour le risque d'hémorragie en plein travail. Tout ce qui est recommandé, c'est de penser à tout ce qui est analgésie régionale, une péridurale si elle le désire la maman, mais faites attention, ça peut rendre c'est dans la concurrence de la maman un peu pénible. Donc, il faut ici aussi une bonne surveillance rigoureuse. L'arraché anesthésie, surtout si la maman elle est déjà, elle est programmée à un accouchement par
haute césarienne ou bien en urgence, et bien sûr sous une surveillance médicale continue, rapprochée, bien recommandée, et bien sûr surtout aussi les RTF rapprochés chez l'enfant. Avant donc de passer à la dernière, donc le postpartum immédiat, donc la problématique c'est quoi? Tout à l'heure on va détailler tout ça dans la dernière communication. C'est la problématique dans le postpartum immédiat, c'est les douleurs périnéales immédiates, et bien sûr les crampes utérines, le retour de l'utérus, ça donne des crampes très douloureuses, intenses, surtout les premiers jours, les 48 heures jusqu'à une semaine, et les louchies, les hémorragies, le bien-être maternel et l'allaitement et la fatigue de la maman. Déjà, elle est fatiguée, épuisée, donc on doit aussi prendre en considération dans le postpartum immédiat. Le suivi de postpartum immédiat, donc, se base sur surtout donc l'état général de la maman, les constantes hémodynamiques, vérifier donc le nombre des serviettes utilisées pour comptabiliser le risque hémorragique, intervenir s'il faut mettre un traitement dans ce sens, et bien sûr aussi les contractions, les crampes utérines, surtout l'examen gynécologique à la recherche d'une déchirure ou bien une épisiotomie qui est mal suturée. En conclusion, une prise en charge efficace de la douleur permet une meilleure expérience maternelle et sécurité fœtale. Tout l'intérêt d'une bonne préparation déjà avant l'accouchement par l'information, l'accompagnement et la surveillance durant la grossesse, c'est le rôle pivote de la sage-femme. La douleur, comme on a dit, elle est multifactorielle. Tout l'intérêt d'une approche globale. Évaluer la douleur, elle est très primordiale, même si on utilise un moyen qui m'appelle subjectif, mais un moyen pour avoir une bonne continuité de l'observation. Privilégier les méthodes non pharmacologiques qui ont prouvé leurs preuves. Penser à une péridurale et bien sûr informer la patiente sur les options et les effets secondaires des médicaments sans l'alarmer. Adapter l'analgésie à la phase du travail et les préférences maternelles et bien sûr documenter tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, les interventions sur le dossier de la patiente. Donc, la sage-femme a là un rôle primordial pour réussir l'accouchement, soutenir la femme sur le plan physique, émotionnel et surtout, ça, la surveillance, et je vous remercie. On passe au chat. Je passe au chat. Recording stopped. De recherche, je pense qu'il y a une question. Peut-être que ça veut dire la vérité déjà. Et on passe voir qu'est-ce qu'il y a comme question avant d'entamer la dernière présentation. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a une pratique une méthode pharmacologique. Très bien, c'est oui, c'est un INS contre-indiqué. On a oublié l'embête. On a oublié la première partie. C'est peut-être. Donc, non, c'est bon. Donc, j'ai deux questions. Il y a une question qui est intéressante. Les INS, je crois, à la fin, dans la discussion, je vais revenir et détailler ça parce que peut-être vous avez loupé la première partie. Qu'on a fait l'introduction, j'ai donné l'importance pour les INS pour illustrer par conviction les contre-indications et l'effet néfaste des INS chez la femme gestante en général. Ça a été mentionné sur le chat, c'est une question très pertinente. Est-ce que la sage-femme participe dans les méthodes pharmacologiques? Recording Notre in objectif progress. aujourd'hui, c'est un objectif donc c'est un objectif pédagogique, c'est-à-dire on vous enseigne, on fait un rappel pour moi et pour vous, on fait un échange d'idées et d'expériences par des notions qu'on connaît déjà, c'est un rappel. Donc, tout le monde participe dans la prise en charge de la femme enceinte. Le médecin, l'anesthésiste, la sage-femme, la petite traductrice, tout le monde participe.
Mais chacun, en pratique, dans l'hôpital, bien dans la salle de travail, a un rôle. C'est-à-dire les responsabilités, chacun il prend sa responsabilité en charge. Le médecin, celui qui prescrit, par exemple, le médicament, mais la sage-femme, c'est elle qui prend en charge la gestion dans le travail. C'est-à-dire, le premier qui est responsable de la gestion, c'est la sage-femme, bien sûr, en collaboration avec son médecin, le médecin qui la prend en charge. Quand il s'agit d'une tâche médicale, ce sera le médecin chirurgien, la gynécologue qui s'occupe, par exemple, par une césarienne, ou bien faire un geste de forceps, et ainsi de suite. Donc, chacun est là. Mais quand on fait la formation, tout le monde participe. C'est-à-dire, la prescription, je crois, il y a des centres d'accouchement où la sage-femme elle-même prescrive les traitements antalgiques, et ainsi de suite. Si le médecin, celui qui prescrit, à lui de prescrire, la sage-femme exécute et applique, et bien sûr, on échange d'idées et de discussions. Sinon, normalement, même la sage-femme elle est impliquée dans la méthode pharmacologique, sauf bien sûr les opioïdes ou c'est les anesthésistes qui participent dans cette indication. Pour les ANS, je prépare à la fin, quand j'arrive donc à la dernière cette partie qui est la discussion, je reviens et je fais un petit rappel sur les ANS. Si vous n'êtes pas fatigué, on passe à la dernière présentation après l'accouchement, comment gérer la douleur du postpartum. Quels sont les protocoles antalgiques? Quelles sont les situations particulières? Quelles sont les précautions qu'on prend en considération? Surtout chez la femme qui allait. Je ne dis pas une femme qui allait, j'espère que tout le monde va allaiter parce que l'allaitement, elle est très conseillée pour le nouveau-né. Voilà. Vous entendez? Il y a un problème de... Très bien. Donc, pourquoi terminer avec cette présentation? Parce qu'on doit comprendre les mécanismes de la douleur du postpartum et l'évaluer correctement afin donc d'améliorer donc le séjour et le séjour de la maman, surtout la première semaine de postpartum qui est quand même, comment on appelle ça? C'est une souvenir ou bien c'est une situation qu'elle n'attend pas. Parce elle attend qu'elle se débarrasse de l'enfant et c'est tout. Non, il y a d'autres c'est-à-dire douleur, il y a d'autres situations pénibles qu'elle doit traverser. On doit la rassurer déjà là à l'avance et la préparer comme ça pour donc, le bon déroulement de la première semaine au postpartum. Jusqu'au plus de 80% des femmes présentent des douleurs modérées à intenses dans les 24 à 48 heures post-accouchement, même si elles accouchent par voie basse, même si elles sont c'est-à-dire des multiples. Sans épisotomie. Les conséquences, d'abord, c'est la fatigue, le stress, les troubles de sommeil, difficultés d'allaitement, le retard de mobilisation, le problème de constipation, on ne s'est jamais fait de thrombose veineuse. Tout ça, c'est une situation donc, qui dramatise et complique donc, la première semaine de la gestion. Tout l'intérêt de vous rappeler, comme ça, vous allez rassurer les postpartum, comme ça, ils seront mieux, ils gèrent mieux leur postpartum. Des facteurs aggravants, surtout s'il y a déjà, par exemple, une plaie césarienne, post-césarienne, une épisiotomie large ou une épisiotomie simple, une déchirure périnéale, complications psychicales, anxiété, un problème, l'enfant il a un problème de prématurité, tout ça, une expérience antérieure, tout ça, ça repentit. J'ai oublié un détail depuis tout à l'heure, la dépression qui peut accompagner la maman déjà depuis quelques semaines avant l'accouchement, et elle peut commencer juste après l'accouchement jusqu'à 6 mois. Il y a des femmes qui développent une dépression du postpartum, soit précoce, soit tardive, qui complique aussi donc, l'environnement. Donc l'objectif de cette prise en charge, c'est de soulager la douleur rapidement, efficacement, pour améliorer le confort de nos mamans postpartum. La douleur du postpartum n'est pas normale à subir, elle peut et doit être évaluée et prise en charge systématiquement. Tout à l'heure, dans le travail, on a dit la douleur, elle est physiologique. Tant qu'elle s'intensifie, on la fin, on terminera. Mais sinon, la douleur, si elle est là, il faut l'expliquer par un mécanisme et la soulager, mais savoir comment la soulager pour penser donc à allaiter l'enfant.
Donc, les causes de la douleur dans la postpartum sont courantes, sont d'abord la périnéale, soit avec ou sans geste, par exemple l'épisiotomie, déchirure ou bien contusion, la post-césarienne. Donc, douleur d'incision, crampe, c'est vrai, avant, on utilise beaucoup l'anesthésie générale, malheureusement, rarement elle est utilisée. On recommande plus l'arachéanesthésie. L'arachéanesthésie, elle a aussi d'autres effets secondaires, mais elle peut se lever rapidement dans quelques heures. Le problème, c'est la mobilisation. Donc, elle n'est pas mobilisée la maman, donc il y a le risque qu'elle fasse d'autres complications, soit de décubitus, et surtout la constipation. Et bien sûr, quand on dit constipation, c'est-à-dire il y aura une douleur à la défécation, il y aura un problème d'aggravation de la douleur périnéale. C'est pas les post-rachéanesthésie. Vraiment, c'est un problème chez ces femmes-là. Donc, elle peut garder une céphalée ou bien des céphalées jusqu'à 1 mois dû à la fuite de LCR. Donc, aussi, c'est un problème, on doit aussi l'exposer aujourd'hui et savoir comment le prévenir. Parce que si elle est là, donc ça va traîner un peu. Vaut mieux, donc, dès le début, comment gérer ces céphalées par une bonne hydratation et bien sûr, bonne hydratation et mettre un traitement antalgique préventif. Si on indique une rachéanesthésie, on doit déjà mettre la malade sur un traitement antalgique préventif avant de faire la rachéanesthésie. L'important de l'évaluation systématique, bien sûr, depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle d'un thème très important. Quand je dis douleur, signifie EVA. Quand je dis douleur, c'est une sensation désagréable, quelle que soit son origine physiologique ou bien somatique, on doit toujours l'évaluer par ce qu'on appelle échelle visuelle analogique. Vous allez me dire, je vais l'évaluer pour dire, elle est intense 8 sur 10. Eh bien, savoir elle est intense, c'est un caractère, ça vous aide pour savoir comment gérer cette femme. Est-ce que émotionnellement, elle est fatiguée, il faut parler avec elle et lui prescrire, par exemple, des tisanes, ou bien parler avec elle des manières pour la soutenir et l'encourager, ou bien aller mettre un traitement antalgique et le surveiller toujours par la même échelle pour savoir ce que votre médicament ou bien votre technique non pharmacologique a servi pour améliorer la situation. Donc, comme message clé de ce slide, soulager la douleur sans compromettre l'allaitement et récupération. Le but en postpartum, c'est de soulager la maman qui s'est fatiguée durant toute une grossesse et au travail, mais pas en dépendant de son fils, c'est-à-dire en donnant des médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement, tout l'intérêt de cette mise au point. Sur le plan physiopathologique, les douleurs des postpartum, en général, elles sont surtout périnéales, liées au traumatisme périnéal, donc en conséquence des activations des secteurs cutanéens et musculaires, par un effet inflammatoire local, donc qui ont engendré des œdèmes, sensibilité accrue, et bien sûr, s'il y a aussi un facteur comme l'épisiotomie, la déchirure, l'hématome, accouchement instrumental, tout ça, ça augmente l'intensité de cette douleur. Le post-césarien, c'est une incision abdominale, donc ça va stimuler les nociceptifs cutanés musculaires. Vous n'allez pas me dire, pour laisser la maman allaiter, on la laisse souffrir avec une césarienne. Non, on donne un traitement anti-inflammatoire, mais bien guidé, bien réfléchi, bien autorisé. Traction des tissus et contraction utérine, douleur viscérale, mobilisation précoce et tension des muscles abdominaux qui aggravent la douleur. Et en dernier, on doit ouvrir cette parenthèse. Les céphalées de post-rachidien, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il ne faut pas la laisser souffrir pour le malish. L'essentiel, non, il faut toujours prendre ça au sérieux. Les céphalées ne sont pas quelque chose d'anodin. Vraiment, c'est une souffrance. Souffrance, elle va vraiment, ça va compter sur son bien-être. Donc, pourquoi ces céphalées post-rachidien liées à l'hypoperfusion intracrânienne par les gros condones, les opioïdes aussi. Des fois, il y a des fuites LCR à travers un point de ponction, ça donne cette hypoperfusion et ça déclenche ces céphalées. Donc, le point clé, il faut bien la réhydrater avant, après et surtout, donner une cure de antalgique juste avant la rachéanesthésie avec, bien sûr, c'est un traitement juste après, c'est pour prévenir l'apparition de ces céphalées comme ça, dans les premières 24 heures comme ça, donc on garant qu'elle ne va pas développer des céphalées de post-rachidien qui peuvent traîner pendant 1 mois.
Ensuite, après avoir parlé des céphalées qui sont liées à l'arachénesthésie, il y a les douleurs positionnelles. Le fait de changer donc, la position parce que il y avait une irritation du méninge par le geste d'incision, pas l'incision, le geste de piquer donc, dans les méninges, donc dans les spores de méninge, donc pour faire l'arachénesthésie, point de départ, d'entrée, pardon. Donc ça augmente par le changement de position. Le fait qu'elle change de position, ça déclenche la douleur. Donc normalement, qu'est-ce qu'on préconise? La maman, elle reste en position sur un plan dur, en position couchée, latérale ou bien décupitée sur ça pendant les premières 6 heures. Et elle ne mange rien. Le temps qu'elle se soulage, avec une bonne hydratation, le temps qu'elle se soulage, après, elle peut se lever tout doucement. C'est ça les ingrédients, bien la technique non pharmacologique pour prévenir les céphalées de post-rachidienne. Souvent accompagné des nausées, photophobie, rachis, bien sûr, comme un tableau méningé. C'est logique, parce qu'il y a une stimulation, il y a une irritation des méninges par donc, le geste lui-même. Donc, les outils, comme je dis, je redis chaque fois, c'est l'échelle. Parmi l'échelle, on peut d'abord donc, évaluer l'intensité de la douleur. Donc, il faut évaluer la douleur au repos ou lors de mobilisation. Il faut noter et localiser la douleur. Il faut faire, comme on dit nous en médecine, il faut faire la sémiologie, la description sémiologique de la douleur. Il faut la définir. De quel type s'agit-il? Est-ce que la maman, elle rapporte une douleur de brûlure? Est-ce que ce sont des crampes? Est-ce qu'elles sont dures dans le temps? Est-ce qu'elles sont intermittentes avec l'allaitement? Elles sont intermittentes avec la défécation? Il faut définir cette douleur pour savoir comment la gérer. Il faut identifier les facteurs aggravants, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle s'aggrave cette douleur? Quels sont les facteurs déclenchants? Le changement de position, la miction, la défécation, l'activité, ainsi de suite. D'accord? Il faut pas oublier d'évaluer l'impact sur le sommeil, l'alimentation et la mobilité. Quand la maman elle est énervée, quand la maman elle est stressée, le fœtus, le nouveau-né va se stresser. Donc il faut tout ça l'évaluer pour le bon confort de la maman donc, et de la famille. L'évaluation objective et continue permet d'adapter la prise en charge et prévenir les complications. Voilà, donc je vais un peu détailler parce que c'est très important pour vous, mais je vais être succincte, hein, je ne vais pas trop étaler, mais je fais les choses de manière détaillée. Pour les douleurs périnéales, je ne reviens pas parce qu'on a dit la cause surtout de l'épisiotomie et les déchirures, ce sont des douleurs localisées, sous forme de brûlure, sensibilité à pression ou bien au toucher. Donc, par exemple, quand on fait un toucher vaginal, on doit être douce. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas, donc, c'est-à-dire préconiser un repos total, local, tout ça, ça va, et bien sûr, avec j'arriverai pour tout ce qui est stratégie, j'arriverai. Tous les médicaments issus de sucre sont compatibles, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour la prise en charge des douleurs chez la femme du sang, normalement, elles sont aussi compatibles chez la femme qui allait, d'accord? Donc, quels sont les moyens non pharmacologiques? On préconise les glaces sur le périnée pour réduire l'œdème et l'inflammation, de manière régulière, intermittente dans le temps. On préconise les positions assises adaptées, ce qu'elle convient elle-même, soit en utilisant un coussin, demi-assise, pas sur le sacrum. C'est à elle de choisir la position antalgique. Serait-il bien de préconiser, c'est à nous de dire à cette maman, faites des bains de siège tiède qui va relâcher les muscles et un effet analgésique douce. Mobilisez doucement afin d'éviter les positions prolongées. Si la maman a fait une césarienne, soit anesthésie, la première 24 heures, on préconise un repos pour ne pas aggraver les céphalées bien les déclencher. Si elle a fait une anesthésie générale, elle ne peut pas se lever avant les 24 heures à 48 heures sur l'effet de l'anesthésie. Après, elle peut se lever si elle a une douleur abdominale post-césarienne. Sinon, c'est cas par cas. La mobilisation douce dépend de la situation et cas clinique de la maman. La pharmacologie, le paracétamol, comme on a dit tout à l'heure, ils sont les bienvenus. Donc, si la maman a subi une anesthésie, on le donne déjà avant de commencer le geste. Juste après, bien sûr, elle doit manger, parce qu'on a dit après la anesthésie, elle reste 6 heures comment on appelle ça, sans alimentation. Dès qu'on autorise l'alimentation,
elle remplit sa ventre, elle prend son paracétamol, sinon on ne le prend pas à jeun parce qu'il reste sur le foie. Et bien sûr, les ANS, même si on a dit, c'est-à-dire dans le postpartum, ils ne sont pas contre-indiqués, mais on privilégie toujours l'ibuprofène qui est le traitement de choix faible chez la femme enceinte, l'ibuprofène, donc qui permet de réduire la douleur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'idéal de lui donner juste le premier jour, maximum 48 heures, juste pour un effet anti-inflammatoire. On ne le donne jamais, c'est-à-dire elle donne le TT pour son enfant, elle prend le médicament et elle peut l'allaiter à 4 heures après. Et il faut respecter une fenêtre de 3 à 4 heures avant de téter ensuite son fils. Il y a une remarque pour tous les médicaments en général chez la femme qui allait, on privilégie toujours les donner à distance tétée, c'est-à-dire qu'il faut toujours respecter un délai de 3 heures. Et en général, tous les médicaments qu'on prescrit chez la maman avant 6 mois, c'est-à-dire qui allait, on prescrit toujours des médicaments avec une mode d'action courte. Il faut toujours vérifier ça. Et il y a toujours le site de CRAC qui sert à vos idées et à vos guider pour choisir le meilleur traitement qui convient la gestante ou bien le postpartum plus la maman qui allait. L'anesthésie locotopique, on peut les utiliser bien sûr, mais bien sûr, la même chose, si j'utilise une crème ou bien un spray lidocaïne, je dois vérifier sur le CRAT. Est-ce qu'il est autorisé si la maman qui allait ou pas? Si il n'est pas autorisé, donc à ne pas donner. Donc, une prise en charge précoce améliore la récupération, le confort maternel favorise l'immobilité et l'allaitement. Donc, on a détaillé les douleurs périnéales, l'origine post-périnéale, maintenant on parle des douleurs post-césariennes. Comme on a dit tout à l'heure, tout dépend aussi de l'incision, tout dépend de l'indication de la césarienne. Des fois, tellement la césarienne, ça a été faite dans un état très urgent, que la maman garde un souvenir mauvais. Donc, il faut toujours, après ça, il faut faire une petite parenthèse psychologique, il faut l'encourager sur le plan psychologique. Si c'était une césarienne programmée, déjà elle a programmé le terrain, il y a un garde malade qu'elle a aidé, elle n'était pas assez fatiguée. Donc les circonstances de la césarienne aussi, c'est un moyen, donc un facteur qui aggrave donc les circonstances douloureuses en post-césarienne. Donc, en général, les douleurs de post-césarienne, surtout les premiers jours, surtout les 2 premiers 24 heures, voilà, ce sont des douleurs diffuses, accentuées à la mobilisation, parfois irradiant vers le dos. La stratégie, donc méfiez-vous, toute douleur qui irradie par le dos, ce n'est pas une césarienne, il faut être sûr, mais c'est une douleur césarienne, c'est-à-dire qu'on doit éliminer toutes les diagnostics différentiels, on ne sait jamais il y a autre chose qui est grippé sur cette douleur. La stratégie, on ne va pas s'acharner sur les moyens maintenant pharmacologiques. Dans cette douleur post-césarienne, les moyens pharmacologiques viennent en second lieu. Au contraire, il faut donner un traitement antalgique, antispasmodique, bien anti-inflammatoire non stéroïdien non contre-indiqué. Des fois, même, donc qu'est-ce qu'ils font au bloc? La maman, elle les met déjà soit analgésiques, soit locales, soit générales. Ils mettent une cure d'opioïdes faibles dans un but soulagement de la douleur post-césarienne. D'accord? Voilà. Pour les autres moyens non pharmacologiques, mobilisation progressive, allant doucement, elle soulève de manière très progressive, elle lève les yeux, elle essaie tout doucement pour ne pas avoir une hypotension orthostatique, elle doit avoir un soutien physique, elle doit quelqu'un qui l'aide pour se mettre en position levée. Aussi, elle doit être soutenue. On lui apprend comment s'asseoir sans, ça lui fait mal au niveau du ventre, ainsi de suite. Il faut lui expliquer comment faire des techniques de respiration pour réduire les spasmes et les tensions. On doit lui expliquer comment se réhydrater pour ne pas aggraver le tableau par une constipation, ainsi de suite. Donc, dans la douleur post-césarienne, en général, on combine des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques pour réduire la consommation des opioïdes et d'améliorer le confort. Mais le principe dans ces douleurs, toujours on précipite par un traitement préventif parce qu'on sait que la douleur est là, elle va arriver. La céphalée ou bien les céphalées post-rachi-anesthésie, il ne faut pas les ignorer, s'il vous plaît. Donnez-le leur place. C'est une urgence fonctionnelle. S'il persiste, il faut demander un avis spécialisé. Des fois même, on fait des IRM pour rechercher ce que la malade n'a pas fait.
une thrombose veineuse cérébrale. Les femmes postpartum, ils font rapidement des thromboses veineuses cérébrales post-anesthésie pour un seul phénomène, parce qu'il y a une hypoperfusion, il y a l'effet analgésique, donc il y a une hypoperfusion cérébrale, donc il y a le risque d'avoir donc une thrombose veineuse cérébrale. Si la douleur persiste, il faut demander un avis VA, donc si une IRM cérébrale. Voilà, la prise en charge, c'est le repos au lit, en décubitus, hydratation adéquate. Donc, l'hydratation, comme vous voyez, c'est le meilleur moyen avant, durant et les 2 premiers jours pour